Bonjour Jean-François Corti, Bonjour. vous êtes vice-président de Médecins du Monde. On a encore tous en tête les images du bombardement à Rafah, dans la bande de Gaza, de ces images insoutenables, des dizaines de morts, des centaines de blessés dimanche soir. Comment on arrête ça? Écoutez, ça fait des mois qu'on alerte sur le fait qu'il n'y a pas de zone sûre, à Gaza, que ce soit dans le nord, le centre ou le sud autour de Rafah. Il y a toujours eu des mortalités importantes, même fin novembre. On avait déjà 30 de mortalité dans les endroits qui étaient censés être protégés. Il est 45 morts de ce week-end et les 200 blessés, liés au bombardement, sur un camp de déplacés. Il était, en zone, dite sûre. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de lieu sûr, que ce soit pour les humanitaires, que ce soit pour, les civils, évidemment pour, les otages aussi, il ne faut pas les oublier. Je vous rappelle simplement que depuis le 6 mai, depuis les opérations, militaires sur l'est de Rafah, où par exemple les équipes de Médecins du Monde, on a dû déménager aussi, on a mis notre bureau, on a dû monter sur la zone, d'Arabala qui est au nord de Rafah. Il y a depuis 15 jours plus d'1 million de personnes qui ont dû se déplacer, des civils qui d'ailleurs ont déjà été déplacés à plusieurs reprises depuis 7 mois, qui sont exsangues, qui ont plus rien à bouffer, qui cherchent à boire, à manger à longueur de journée, qui dorment parfois sous des bâches en plastique, parfois, dans des voitures quand ils en ont. Et la situation est extrême parce que le système de santé ne répond pas à ses besoins et le blocus fait toujours son effet. L'eau, la nourriture, les Mais médicaments ne rentrent pas. Jean-François Corti, je suis désolé, mais ça fait plusieurs fois qu'on vous reçoit sur RMC et que vous tenez le même discours. Israël, on le voit, est de plus en plus isolé sur le plan diplomatique. Le monde entier a condamné ce qui s'est passé dimanche soir à Rafah, la France, les États-Unis, l'Europe, mais ça n'a pas véritablement d'effet. De nouvelles frappes ont eu lieu encore cette nuit. Est-ce qu'on est condamné à simplement condamner? En tout cas, c'est le rôle des humanitaires, des Nations unies de dire qu'ils n'arrivent pas à travailler. Et aujourd'hui, nous, on a 30 personnes qui sont sur Dar Arbala, au nord de Rafah. On fait de la santé primaire, c'est-à-dire la médecine générale. On fait de la santé mentale parce qu'il y a une énorme pression, liée voilà, aux drones, aux bombardements permanents. Et beaucoup de femmes et d'enfants ont besoin de soutien. Mais on a du mal à référer, les malades vers des structures de santé, notamment des hôpitaux qui n'existent plus. Il en reste 4 ou 5 par rapport aux 36 qui existaient, avant. Et puis surtout, on va être en rupture de stock de fuel et de médicaments dans les jours qui viennent si la situation ne se relâche pas, si on n'arrive pas à faire rentrer de l'aide depuis notamment Eretz, d'Israël ou bien depuis Kerem Shalom et Rafah, puisqu'il y a beaucoup d'aides prépositionnées côté égyptien. Donc simplement pour répondre à votre question, les accusations ou le fait de s'indigner de la part des États, ça ne suffit pas. Des organes de gouvernance internationale, je pense au Conseil de sécurité qui va se réunir aujourd'hui Oui. d'ailleurs pour discuter de cette situation. Ils ont déjà demandé un cessez-le-feu, le 25 mars. La Cour internationale de justice, qui est quand même pas des guignols, c'est des dizaines et des centaines de juristes, rappelle la semaine dernière qu'il y a un risque accru de génocide. Il a monté d'un niveau par rapport à ces annonces, de janvier, et il demande un arrêt des bombardements, libération des otages. Le tribunal pénal international, la CPI, et son procureur renvoient dos à dos les dirigeants du Hamas et Israël en disant qu'il y a des crimes de guerre probables, des crimes contre l'humanité probables. Donc tout le monde sait ce qui se passe à Gaza. C'est des milliers et des milliers de civils qui meurent depuis des mois. Et les diplomaties s'indignent. Il faut autre chose. Et pour finir, l'autre chose, c'est un cessez-le-feu évidemment, mais c'est surtout d'arrêter d'envoyer des armes dans la région. Les Américains sont en première ligne sur ça. Ils proposent de l'aide qui est une poudre aux yeux, et dans le même temps, ils continuent à donner des armes. C'est totalement inacceptable. Oui, l'aide américaine, c'est notamment ce port artificiel qui a été monté pour acheminer de l'aide. Mais ce week-end, 4 navires américains se sont échoués lors de leur approche. Est-ce qu'il y a de l'aide qui arrive concrètement sur place et est-ce qu'elle est suffisante? Non, il y a très peu d'aides qui rentrent. Il y a eu quelques 200 camions qui sont passés par Kerem Shalom le Sud, ce week-end, mais il en faudrait 600 à 700 par jour pour pouvoir répondre aux besoins vitaux. Et cette aide américaine qui est censée arriver par un corridor humanitaire, vous l'avez rappelé, des bateaux qui devraient arriver de Chypre, lorsqu'il tournera à plein régime, il couvrira à peine 10% des besoins. Et puis, ce dispositif, il est lié à les conditions maritimes, météo, et vous l'avez rappelé, lorsque la mer est pas bonne, l'aide n'arrive pas. Donc, il y a une forme de variable d'ajustement autour de l'aide qui est insupportable. Et les Américains mettent en avant cette aide qui est de la poudre aux yeux. C'est un effet communicationnel pour, dans le même temps, continuer à fournir des armes, continuer à soutenir de manière plus ou moins formelle les massacres en Mais cours. Et ça, il faut le dénoncer. Si vous ne pouvez pas vous contenter, lorsqu'il y a un risque accru de génocide, de faire des annonces d'indignation. Il faut des effets concrets. Et les effets concrets, c'est d'envoyer des armes dans la région, d'ailleurs des deux côtés, et c'est mettre la pression sur les belligérants.
la fin de l'envoi d'armes, ça je l'ai bien entendu, mais comment vont vos équipes sur place? Du côté de Médecins du Monde, début avril, par exemple, 7 humanitaires sont morts après un bombardement dans la bande de Gaza. Là aussi, l'armée israélienne avait reconnu avoir commis, je cite, une série d'erreurs graves. Est-ce que vos équipes sont en sécurité? Vous les avez quotidiennement en ligne? Oui, on les a quotidiennement en ligne, ils ne sont pas en sécurité. Dans la zone de Harbala est un peu plus sécure que d'autres endroits, mais dans le centre et dans le nord de la bande de Gaza, on ne peut pas travailler. La famine, on sait, est à l'œuvre. C'est des annonces des Nations Unies qui sont sérieuses. On n'arrive pratiquement plus à faire rentrer du matériel. Donc, on est en flux tendu sur de l'approvisionnement en médicaments, en fuel. Donc, l'aide, elle n'est pas proportionnée. Les humanitaires n'arrivent pas à bosser correctement. Les Nations Unies aussi sont en danger. Je vous rappelle que le camp qui a été bombardé ce week-end, c'était un camp dit humanitaire où intervenait notamment l'UNRWA. Donc, on voit qu'au travers de ces bombardements, c'est une manière aussi de mettre la pression sur les civils, sur le Hamas bien sûr, mais en rupture avec le droit humanitaire international. C'est une forme de mépris aux ordonnances de la Cour internationale de justice qui, vendredi, a redit qu'il y a un risque accru de génocide, qu'il faut faire rentrer de l'aide. Donc on est dans ce contexte-là. Les indignations ne sont pas suffisantes, je vous le rappelais tout à l'heure. Il faut des effets concrets, ça passe par des pressions diplomatiques, par l'arrêt d'envoi d'armes dans la région. Mais ces pressions diplomatiques, elles existent, mais ça ne change pas grand-chose. Jean-François Corti, quand je vous entends, seuls les Américains ont les moyens de changer les choses aujourd'hui? Oui, mais les Européens aussi. Les Allemands ne se sont pas opposés au vote du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme qui a demandé l'arrêt d'envoi d'armes dans la région, hein, que ce soit les Allemands ou les Américains. Ils sont dans une ligne de soutien inconditionnel. Je pense qu'il faut soutenir tous les efforts diplomatiques. Aujourd'hui, ce que dit le procureur de la Cour pénale internationale, c'est intéressant. Quand il envoie dos à dos des leaders israéliens et des leaders du Hamas, il dit la vie a la même valeur qu'on soit civil palestinien ou israélien. Et donc, le droit humanitaire international, il faut qu'il soit respecté. Qu'est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron? Il a condamné, évidemment, ce qui s'est passé à Rafah dimanche soir. Est-ce qu'il doit aller plus loin, peut-être mettre la pression à Joe Biden? Oui, alors mettre la pression à Joe Biden, c'est pas évident, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, à l'échelle européenne, s'il peut faire en sorte que concrètement, on puisse remettre en question l'envoi d'armes dans la région, que l'on puisse avoir des leviers diplomatiques un peu plus puissants pour faire en sorte que le droit humanitaire international soit respecté, que les humanitaires puissent faire leur boulot et qu'on arrête de se voir régulièrement pour être désœuvré face à une situation qui est totalement hallucinante et qu'on soutient de manière implicite, alors peut-être on aura un espoir, mais aujourd'hui la situation est très limite. Merci, Jean-François Corti, vice-président de Médecins du Monde. Oui, vous le dites, on se voit un peu trop régulièrement. Espérons que ce ne sera plus le cas dans les semaines, dans les mois qui viennent. Merci d'être venu ce matin en direct sur RMC.